Salut tout le monde, c'est Price, bienvenue sur Price Pokémon dans ce nouveau format podcast, en belle compagnie aujourd'hui avec les habitués, les indéboulonnables. On a ici présent Michael, la casquette, Sartek, la réussite, Et à tous. La réussite. Je vais partir en échelle en or aussi. Là. Romaric, en bas Ouais, à salut. gauche, dans un nouveau décor de cinéma. Et Ouais, j'ai puis, changé de lieu. et puis un nouvel invité de Marc qui nous fait l'honneur de nous rejoindre ce soir, Romain. Salut à toi. Tout le monde. Bon, Ouais. ouais. Bon, les amis, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je ne sais pas quelle heure, quel jour, quelle date vous nous écoutez, mais installez-vous bien, mettez-vous à l'aise. On va commencer par Romain. Présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, ce que tu fais. Alors, ouais, pour les petits jeunes. Moi, c'est Romain Drault sur les groupes. Ça fait à peu près 6 ans que je collectionne les cartes. J'ai commencé un peu comme tout le monde en rachetant des petites cartes de brocante et tout ça, en retombant dans mes vieilles cartes d'enfance. Et puis j'ai racheté au fur et à mesure, donc je collectionne le diamant et perle, platine, gold et le block-X aussi. Et je suis reparti là-dedans au fur et à mesure. Et puis en cours de chemin, j'ai réussi à développer un petit truc assez sympathique que certains connaissent, qui s'appelle Pandora Case et qui est des protections en plexiglas sur mesure pour les objets de collection, que ce soit du blister, de la display, du booster, le TB, tout ce que vous voulez. Et ça va faire 4 ans que j'ai ma petite société et ça marche plutôt pas mal. Et puis aujourd'hui, ben, j'ai quoi? J'ai à peu près 150 références au catalogue et je fournis en grande partie toute l'Europe et c'est plutôt cool. Un peu aux États-Unis ou pas du tout? Ouais, j'ai fait pas mal États-Unis. Alors j'ai un concurrent aux États-Unis, donc, Oui, donc du coup c'est un oui. peu compliqué. Les frais de port et tout ça, c'est le bordel. Par contre, sur tout ce qui est booster et deck, ça marche plutôt pas mal. J'ai pas mal aussi de clients en Australie. Australie, c'est pas Ok, mal aussi. Et intéressant. Ouais. puis, le Canada aussi. Le Canada, il y a deux trois personnes, c'est cool. Bon, bah écoute, très bien. Le bloc X, le bloc Diamant et Perle majoritairement, Asgore Soul Silver. Bon, en 6 ans, tu dois en avoir aussi une belle collection normalement. Alors, du coup, j'ai tout repris en occasion. Donc, en fait, Ah, ok. j'avais tout complété en occasion. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, mais en fait, faut upgrade un peu la collection. Donc, j'ai commencé à chercher les cartes en Near Mint. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est stupide d'avoir des cartes en état bof-bof qui traînent dans des classeurs, alors que tu pourrais les utiliser pour acheter des cartes en Near Mint. Donc, au final, j'ai quasi tout revendu de ce que j'avais. Et aujourd'hui, je cherche en plus en Mint. J'ai évolué et je cherche vraiment du neuf. Et du coup, ben, j'ai genre 60% des collections qui sont complètes. Ah, bien vu quand même, c'est pas mal. Ouais, c'est beau. Donc, ouais, trouver le BlockX en Near Mint Mint, Romaric, il y a un temps, il m'avait envoyé un message et il m'avait dit: «Ah, si tu fais tempête de sable en Mint, franchement, tu vas en chier, hein». C'est Ouais, genre, ça. c'était il y a 2 ans ou 3 ans et j'en chie toujours. T'en es Et à où là? T'en es à où dans je Tempête de Sable? tempête de sable, j'ai eu la chance de rencontrer des joueurs parce que du coup, je suis en Suisse et Ah, j'ai rencontré pas mal de joueurs en Suisse. Et il y a un truc que j'ai trouvé assez marrant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du Rubis Saphir, du Tempête de Sable français en Suisse et en Irmint. Du coup, j'ai pu retrouver pas mal de cartes et je sais pas si Romaric m'avait pris des Mentali, des Noctali, mais j'en avais trouvé trois quatre en ah, pas Irmint mal. Mint et du coup, j'avais pu compléter un petit peu, mais au final, il manque toujours des co ou des dresseurs de merde qu'on trouve pas et que les gens ils s'en foutaient Ouais. à 10 ans, 11 ans. Je Donc vois. voilà. Bah écoute, super présentation. J'espère que les gens pourront aussi regarder un petit peu sur les réseaux toutes tes informations pour ceux qui n'ont pas forcément tout compris, mais ça a quand même le mérite d'être clair. Et pour ceux qui sont dans la collection depuis longtemps, on sait les protections en plexi, on les voit partout sur Instagram et tout, donc c'est cool. Bon, les amis, aujourd'hui on va embrayer tout de suite sur le premier sujet. On a envie de discuter un petit peu de l'actualité Pokémon. On a deux, trois petits sujets sous le coude. Le premier, c'est les prix en ce moment qui sont parfois trompeurs, avec des manipulations de certains vendeurs et acheteurs qui se mettent d'accord et qui essayent de faire gonfler les cotes. Donc on discute de ça tranquillement. Et puis après, une actualité bon, on peut parler de différentes choses, mais Idir, Pokémon, qui a fait un post sur les groupes Facebook, et puis aussi le set de base, enfin tout un tas de choses. Bon, on commence tout de suite avec
Avec les fausses enchères, Michael, tu m'avais dit que ça se fait beaucoup aux États-Unis quand même. En France, on a encore de la chance. Ouais, alors moi je parle de mon expérience. Donc moi en ce moment je suis beaucoup sur eBay US. Donc je recherche pas mal de tout ce qui est édition 1, que ce soit du français, de l'allemand, même de l'américain, surtout de l'américain. Et en fait ce qu'on voit, donc parmi les ventes que je suis, il y a un gros ratio en fait qui est remis en vente soit le lendemain, soit une semaine plus tard, soit enfin blabla, et souvent à des prix supérieurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit la personne qui a acheté la carte, bon, finalement elle s'est trompée, ça peut arriver. Par contre sur les volumes qu'il y a en ce moment de remise en vente, c'est pas des erreurs, c'est voilà, il y a une manipulation de marché, donc on sait pas d'où ça vient. Si c'est des gens qui font exprès de stabiliser le prix des cartes parce que, je sais pas, ils en ont peut-être acheté 10, 15 et puis ils veulent pas que ça baisse, hein, ça c'est toujours le problème quand il y a des investisseurs dans la place. Hein. Et puis bah le truc c'est que nous en tant que collectionneurs, on suit ces cartes, on a envie de les acheter. Le souci c'est que ça monte trop par rapport au prix de la cote. Et que tu les retrouves après à 2 fois le prix, alors que normalement c'est vendu 500 et tu la retrouves à 1000. Donc bon, c'est un peu chiant quoi. Surtout que les États-Unis, je vous apprends rien, mais pour suivre les codes, bah faut se lever à 2 heures le matin, 3 heures le matin, donc tu mets ton petit réveil, ton petit truc, Ouais. et voilà. Quoi. Ça c'est un peu. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, sur certains cas, bah, le Shadowless édition 1 anglais, enfin américain, t'as pas le choix quoi. C'est dans ces heures-là que ça tombe quoi. Que ça finit, ouais. Ouais, moi j'essaie de le compléter en ce moment. Alors j'essaie de le compléter en état très bon, très bon, quoi. Tu payes à 6. Mais bon, même là, tu vois des enchères bidons, quoi. Ok, ah oui, Parce que le marché sur eBay, ouais. Et le souci aussi, c'est que eBay, enfin, faut le dire, hein, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, partout, eBay, en fait, c'est la référence. C'est-à-dire que quand tu vas regarder le prix d'une carte, donc nous en France, on a plus de mal parce que il y a des cartes qui sont vraiment rares, qui se vendent pas dans les 3 derniers mois, donc tu trouves pas ce que tu veux sur eBay. Aux États-Unis, tu as quasiment tout qui se vend, donc tu vois à peu près la cote. Et le fait de fausser les cotes, notamment pour les gens qui entrent sur le marché, bah c'est extrêmement piégeux. Et voilà, je rebondis sur ce que Romain disait tout à l'heure. Il faut apprendre à utiliser eBay, quoi. Regarder le nombre de ventes et d'achats faits par d'avis faits par ces personnes-là, voir si c'est des acheteurs bidons et tout. On voit des sociétés, donc PWCC et puis d'autres auctions là, Ah, ça me termine de rire, ça. et tout. C'était alors eux, je sais pas, hein, franchement, je juge pas. Hein, ils y peuvent certainement pour rien, mais c'est un petit peu la vitrine en fait. Oui, Les oui, auctions oui. de petits, c'est ce qui fixe les prix pour le mois à venir ou pour les 2 semaines à venir, et ce qui donne un standard de cote. Donc si les gens se mettent à faire n'importe quoi là-dedans, bah forcément tu fausses la cote pour le mois à venir. Et voilà. Bon, après, parfois c'est crieur, bien évidemment, il y a des petites manipulations qui sont un petit peu insidieuses, donc on essaie d'augmenter le prix de 100, 200 dollars ou de quoi que ce soit. Donc là, pour des gens qui rentrent sur le marché, c'est pas forcément identifiable. Moi, j'ai quand même le souvenir d'avoir suivi un stream de PokerRêve pour les gens que je lui fais de la pub. Il a 250 000 abonnés, mais on sait jamais. À l'époque, un stream sur PokerRêve, il suivait les enchères de PWCC, t'as des mecs qui chauffent, tu vois, ils sont sur un Discord ou c'est des potes ou je sais pas quoi, et ils ont envoyé une display de Jungle Edition 1 à genre $1 million, tu vois, enfin, c'est à mourir de rire, c'est des trolls. Ouais, Mais là c'est grillé, mais là aujourd'hui, ce qu'on a envie de parler, ce dont on a envie oui, justement d'échanger sur le sujet, c'est de dire que faut être très 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 attentif, regarder les acheteurs, les vendeurs, leurs avis, le numéro de certification de l'objet s'il y en a un. Pas pour si ça a été remis en vente ou pas justement. Et puis Romain, tu avais dit quelque chose là tout à l'heure vis-à-vis de ça justement sur les nouvelles personnes qui arrivent quoi. Être plus vigilant, apprendre à utiliser eBay. Ah ouais, les personnes qui arrivent, on leur dit la référence c'est eBay, allez voir eBay Vente Réussie. Mais par contre, eBay Vente Réussie n'est pas toujours la référence puisqu'elle n'indique pas tout, on n'a pas toutes les informations. Alors sur les enchères, vous pouvez aller cliquer sur les enchères sur PC et puis voir qui enchérit, quand, si c'est une enchère automatique, et puis aussi les avis qui sont associés à ces personnes-là. Il y a un site US, c'est 123 Points, si je dis C'est pas de ça, ouais, bêtises, oui c'est ça. qui permet de voir Si la à vente quel prix a été fait la vente sur une offre directe acceptée. aussi, ouais.
Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Ben aussi, il faut un peu scruter et puis voir si la carte repop quelques jours après. Je vais donner un exemple pour le français. Il y a un Maganon niveau X qui a pop aux enchères sur eBay il y a, je sais pas, j'ai 2 semaines ou 3 semaines à peu près. Ouais. Et puis il est monté à 550 €. Et nous, on était tous là, mais c'est n'importe quoi. Et puis quand on allait voir les enchérisseurs dessus, à partir de 250-300 €, c'est que des enchères bidons. Et on a bien vu que la carte était vendue à 550, mais au final, il n'y avait pas d'avis sur la personne qui avait acheté. Et 3 jours après, la carte, elle ressortait sur eBay À 400. en achat direct à 520 €. Donc, Je crois qu'il a descendu à 380 même. Ouais, 400, elle est après, 400 balles. Ouais. Ouais. Ah ben en plus elle était d'un cadrage dégueulasse, elle avait toute la tranche droite qui était jaune, enfin franchement c'était une Ouais. horreur cette carte. Ouais, Non, on mais est en c'est vrai, plein non, mais dedans, par rapport au prix, 550 € un Maganon 9,5 mal cadré et tout, c'était quand même un peu grillé, tu vois. Enfin, Après, dis-toi que là, en ce moment, en parlant de manipulation de marché, on est pile dedans, hein, parce qu'on a parlé du US tout à l'heure, et puis les personnes qui ont du édition 1, du Shadowless, du set de base US, qui essaient de maintenir la cote tant bien que mal, puisque là, en ce moment, il y a quand même, on va dire, une stabilisation, voire même retrace, comme ils disent, donc ça repart un petit peu vers... mais d'ailleurs, c'est un peu pour rebondir aussi par rapport au message eBay je sais pas si tu l'as reçu, si vous l'avez reçu, vous le message eBay, vous avez pas vu sur les groupes Facebook Si, le message. Si, ouais. Ouais, je sais pas, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que celui théoriquement qui a envoyé ce message, effectivement, c'est un très très vieux collectionneur, etc. Donc ça a fait pas mal couler d'encre entre parenthèses. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le sujet d'actualité, quoi. Ouais, mais justement, en parlant, et puis qui plus est, le Maganon, le Diamant et Perle, en ce moment, on a quand même beaucoup d'acheteurs très actifs en France sur les groupes qui essayent d'acheter, qui essayent de faire on va dire, une hype, une pré-hype avant la sortie des jeux. Des diamants et perles, on est en plein dedans là. On est en plein dedans, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Beaucoup de personnes. Sur le Block-X, peut-être un petit peu moins. À part, Oui. enfin, je parle sur le français, mais c'est vrai que le diamant et perle en ce moment, il est un peu victime d'une over-hype un petit peu bizarre, effectivement. En France, ouais. Bah, on les connaît, les gens qui essaient de faire augmenter les prix, Romaric, peut-être que vous aussi. Hein. J'adore le petit sourire de Romaric, là, il en dit bon. Putain. Il veut acheter un fameux Dracofeu niveau X à 1,5 K €. Ouais. Pas le temps de Et niaiser. ce poste-là, c'est bon. Alors, mais bon, quoi qu'il en soit, alors il y a ça forcément sur le Diamant et Perle, et puis tu as les gens qui, comme on disait tout à l'heure, qui essaient de mettre en vente des objets, quels qu'ils soient, quelconque scellés ou cartes, etc., des prix aberrants pour un petit peu faire aussi monter la sauce, pas forcément que du côté des acheteurs qui essaient d'acheter, mais aussi des côtés des vendeurs avec là, des sets de base édition 1 qui, enfin je veux dire là en ce moment on en voit partout en vente en France, donc certains essaient de garder la cote à ce qu'elle est, mais c'est vrai que ça c'est un petit peu compliqué, je trouve. Ouais, les gens essayent peut-être de monter un peu artificiellement les cotes, puisqu'elles sont montées naturellement de façon vraiment bizarre, et voilà. Et maintenant qu'il y a on en parlait avant, il y a une stagnation de toute façon qui s'observe, et je pense que il y en a jamais assez, quoi. Donc les gens se disent si ça a pris 50% par mois depuis quelques temps, pourquoi aujourd'hui ça continuerait pas. Effectivement, on trouve un petit peu cette espèce de marché qui se fausse un petit peu, ouais, par ça, par faire un peu de la hype, par tous ces c'est la procédés-là. poule aux odeurs, quoi. Tout le monde croit que ça va monter éternellement. Puis les petits posts Facebook, quand tu mets un truc aussi, on en parlait. Les posts Facebook, quand t'as un copain qui met une carte et que derrière t'as des gens ils mettent bon prix. Ouais. Des fois tu regardes le bon prix, tu fais bon les gars. Ouais. Là, abusez pas quand même, c'est vrai que parfois. On en a vu 2-3, c'était salé quand même. Hein. Et pareil, voilà, si vous commencez sur les groupes Facebook, c'est des pratiques qu'il faut connaître, ne vous faites pas avoir. Sur eBay, il y a certaines pratiques qui ont été relevées par Michael. En général, sur les groupes Facebook, par exemple, si le prix est bon, vous ne verrez pas quelqu'un commenter bon prix. En général, vous verrez commenter quelqu'un MP avec une quinzaine de MP les uns à la suite des autres. Voilà, en général, c'est plutôt comme ça qu'on voit que. Moi, je suis sympa, je mets bon prix quand même. Moi, je mets bon prix quand le prix est bon. Je suis le premier à voir la carte. Bon, c'est un petit peu con, mais voilà. Ça, ouais.
Bah là, oui, non, mais honnêtement, c'est vrai que le marché est ce qu'il est à l'heure actuelle, et puis les gens qui sont des investisseurs et qui viennent un petit peu fausser justement la donne de l'augmentation des prix naturels, avec le phénomène, le cycle de vie de la carte du collectionneur, achat, rétention, moins de disponibilité sur le marché, de nouvelles personnes qui achètent, argent de côté, achat, carte qui augmente en prix. Là, en ce moment, on a des gens qui sont arrivés au pic de la vague, qui ont acheté très cher et qui ont envie d'avoir des cartes qui restent chères le plus longtemps possible et qui effectivement mettent en vente à des prix aberrants parfois pour essayer de garder cette mayonnaise en marche. Mais malheureusement, Romain, t'es dans Pokémon depuis 6 ans, on a tout vu. Ça monte, ça stagne, ça baisse un peu, ça repart, c'est des cycles. En fait, moi, tout ce que je peux dire, c'est que les nouveaux qui arrivent et qui voient des prix hallucinants sur des cartes et qui se disent, faut que je me lance dedans parce que je vais pouvoir faire beaucoup de sous, c'est trop tard. C'est ça. C'est la même chose avec tout, si on fait l'analogie avec les crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est pas en achetant de la crypto-monnaie que tu vas devenir millionnaire. C'est pareil, c'est pas en achetant des cartes aujourd'hui que tu vas devenir millionnaire. Les gens, ils ont cette idée de nouvelles richesses grâce aux cartes Pokémon, mais vous prenez la vague en cours et vous n'arriverez pas à faire ce que des collectionneurs ont réussi à faire il y a 10 ans. Même nous, en ayant commencé il y a 6 ans, on ne devient pas millionnaire. Donc, c'est pas possible. Faut arrêter C'est de con, hein. croire que parce que vous avez acheté des cartes et ça va monter indéfiniment et que vous allez faire des x4, des x5 sur des cartes. Non, ça, c'est un peu révolu. Tout le monde connaît les prix. Et aujourd'hui, les gens qui gagnent, c'est les gens qui avaient des choses et qui les ont gardées il y a 5 Exact. ans ou 10 ans, et voilà. Mais c'est plus possible d'arriver et d'acheter une carte et dans 3 mois de la vendre x5. Exactement, il faut avoir, c'est ce qu'on répète hein, inlassablement sur cette chaîne, que ce soit d'autres intervenants, comme par exemple tu viens de le faire, gardez les objets, gardez les objets, long terme, faites-vous plaisir, venez dans la collection pour vous faire plaisir, pas pour faire de l'argent, et ça viendra tout seul. Arrêtez de croire sur Internet telle ou telle personne qui vous dit qu'il faut acheter tel ou tel objet, faites-vous plaisir, gardez-les, et puis vous verrez, ça sera tout seul. Romaric, tu voulais dire quelque chose peut-être? Ah, il m'a encore non. balancé du sel. Ah non, pas du tout, non, on rebondit un peu sur ce qu'on avait dit Oui. la dernière fois. Non, mais c'est un petit peu en lien effectivement à ces fausses enchères et à cette spéculation pour faire monter la J'arrive hype, tout de etc. suite. Mais Vas-y, parlez, j'arrive. ouais, vas-y. Mais non, mais voilà, effectivement, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer dans Pokémon. Mais après, je pense que les choses se tassent et que voilà. Mais toi, Michael, tu te mis au Shadowless alors édition 1. Et ouais, je suis passé C'est- du côté obscur. Du côté obscur, hein. Putain, mais ça. Non, mais niveau tarif, toi, t'arrives à suivre quand même sur tout ce qui est Shadowless. Bah ouais, moi à chaque fois je vends petit à petit une partie de ma collection et puis je m'achète 2 3 cartes Shadowless. Alors par contre, je les achète directement sous PSA. Donc je suis pas du tout fan de PSA. Et pourquoi je les achète chez PSA? Parce qu'en fait, j'ai peur que quelqu'un, tu vois, il ait retravaillé la carte, quoi, qu'il ait mis un petit coup de bleu sur les coins et tout, et Ouais. qu'après, bah, tu sois niqué, quoi. Ouais, Donc je les achète directement en boîtier. tu dors tranquille. Ouais, mais Tu fais après, c'est bien. vrai que tu nous avais montré les tarifs au final par rapport à des PSA 10. C'est vrai que je vais pas dire que c'est accessible le Shadowless, mais c'est moins cher que ce que je pensais quand même. Très, très 10, le 10 est inaccessible. Ouais, le 10 est inaccessible. Hein. C'est devenu n'importe quoi. C'est du x10 par rapport au PSA 9. Hein. Et le PSA 9, franchement, ouais, je m'attendais beaucoup plus cher que ça. Ouais. Quand tu nous as montré les ventes réussies sur eBay US, j'ai été surpris que ce soit presque accessible, quoi. Oui, mais C'est cher, ça reste cher. Hein. Oui, Ah, c'est cher. voilà, le 8. Ouais, C'est cher, mais bon, comparé au 10. Bon, Mais ça va remonter. Le 9, il est pas cher actuellement, mais ça va remonter parce que comme le 10 est inaccessible, qu'est-ce que vont faire les gens? Ils vont se retourner sur le 9. c'est ça. Ça va remonter gentiment, mais il y a eu trop de hype avec Logan Paul, avec tout ça. Les prix ont trop flambé pour que ce soit stable et que ce soit pérenne et que les gens aient confiance. Mais ça va reprendre son cours très gentiment et je C'est pense ça. pas que on retrouvera encore des Charizard First Edge Shadowless PSA 9 à moins de 30 000 euros d'ici moins d'un an. Mais ça c'est descendu un peu, non, là, quand même, le Oui. set de base du point. Je pense qu'il y a eu la fin de la hype, là, quand même,
La hype, elle était en octobre. En octobre, il y a eu un pic. Octobre, début novembre, il y a eu un pic. Mais c'était aberrant. Tu avais même des Raichu, des Levénard, des Tartares. Enfin, ça partait à des prix incroyables. Mais là, Il y a eu une semaine ou deux, hein. Après, c'est redescendu, mais on reste sur des plateaux assez hauts quand même. Hein. oui, et puis le marché Oui. s'adapte de lui-même, comme dit Romain, c'est comme le scellé et les cartes, la relation. Si le scellé est trop cher, les cartes suivent ou baissent ou l'inverse. Là, si le PSA 10 est trop cher, les gens finissent par se rabattre sur le neuf, les prix augmentent. Enfin, c'est tout le temps. Le marché s'adapte et puis corrige le tir de lui-même. Mais enfin, c'est vrai que les prix qui ont été pratiqués ces derniers temps n'étaient pas forcément viables, ça c'est clair. Après, les choses vont peut-être prendre leur cours aussi. Une fois que effectivement la hype va être terminée, il va peut-être avoir quand même des nouveaux entrants et petit à petit, Oui, ça va comme quand même tout. reprendre le droit chemin peut-être. Enfin, le droit chemin, moi, c'est pas. Enfin, moi, personnellement, je m'en fiche, mais ça va C'est peut-être quoi le droit reprendre. chemin? Non, mais le droit chemin, non, mais ça va reprendre le chemin un petit peu. Les prix, je pense quand même que tôt ou tard, c'est comme tout, il y a un creux de la vague. Mais à un moment donné, malgré que la hype soit terminée, quand même, c'est possible que ça réaugmente, que ce soit sur l'US ou le français. Pour parler du set de base, ou même sur le reste. Hein. Je pense que sur le long terme, tout ça, on est sur des objets toujours pareil, des objets en quantité limitée. Donc voilà. Mais c'est sur le long terme, le secret Sur le long c'est terme, vraiment voilà. le long terme. Et puis même, il y a plein, si on veut vraiment essayer de gratter voilà, toutes les petits ajustements à faire, en tout cas c'est personnel, mais je trouve qu'il y a aussi une énorme différence de prix entre un PSA 9 et un B4 9. Tu fais le cross grade, bon là c'est plus possible parce que PSA est fermé, mais dans un monde idéal où ça va vite à faire grader, tu décases un B4 9 strong que tu as payé 17 000 $, et puis t'as ton PSA 9 que tu vends 25. Enfin, je veux dire, il y a des arbitrages à faire. Ouais, mais faut être accroché, faut avoir des balls hein, sur ce Faut prix-là. être accroché, faut avoir des fonds, faut être patient. Mais il y a si t'as beaucoup d'argent, je veux dire, il y a des arbitrages. C'est pas Real King Pokémon qui a des cases des PSA 10 qui les a envoyés chez Beckett, qui ont une 9,5. Ouais, si c'est ça, si c'est ça. Les gens se touchent avec PSA mais complet. Comme nous on critique PCA alors que PCA aujourd'hui c'est plus strict que toutes les entreprises réunies. Enfin bref. Mais ça c'est pour une autre. Allez hop là. Commence pas. Commence pas. Non ça y est. On avait dit fallait pas que je parle. Fallait pas que j'en parle. Ouais, j'ai pas pu résister. Désolé les gars. Et la tentation était grande, voyez-vous. Il rigole, il est mort de rire. Mais justement, la transition est toute trouvée. Ça fait déjà, je sais pas combien de temps qu'on est ensemble en ligne, on discute, etc. Mais on avait plusieurs sujets, on ne savait pas trop lequel choisir. Mais un gros collectionneur, youtubeur également, Idir Pokémon, qui a lancé un petit débat sur les groupes Facebook. Puisque là, de toute façon, on a parlé du set de base édition à les gars, donc. Au pire, on peut passer sur un autre sujet, qui a justement fait lancer un petit débat sur, on va dire, l'intégrité d'une décision que tout collectionneur se doit de prendre un jour ou l'autre s'il veut continuer à progresser. C'est si on a toujours été anti-gradation de façon générale ou anti-PCA pour différentes raisons, hein, mais on va dire anti-gradation pour ne pas continuer à accabler PCA. Mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit qu'une carte non gradée se vend 2 fois, 3 fois moins cher dans un même état qu'une carte gradée, est-ce que parce qu'on est anti-gradation, c'est mal parce qu'anti-gradation est connu comme tel, voilà, anti-PCA pour le coup est connu comme tel, est-ce que c'est mal vu justement de passer le pas d'envoyer grader? Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que c'est pas intègre? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est fourvoyer ses valeurs? Vas-y. C'est le pas pour les vendre. En l'occurrence, c'est pour les vendre. C'est pour les vendre, c'est pour se faire de l'argent. Ouais. Si. En l'occurrence, je laisse les gars parce que je l'ai pas relu donc en l'occurrence, je pense qu'il aurait tort quand même de se priver de grader des cartes parce que comme il le dit très bien, t'as des dracs au feu les dracs au feu promo qui sont dans les ETB, la voix du maître en loose, ils se trouvaient pour 10 balles gradés, même PCA 9, ils se vendent 50 enfin. De manière générale, moi je pense qu'à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Je pense qu'il aurait tort de se priver, que ce soit de PCA ou même s'il aimait pas Beckett, on s'en fiche de n'importe quelle boîte de gradation. Mais aujourd'hui, je pense que c'est totalement... même c'est pareil, on l'a déjà dit, mais la gradation apporte une telle plus-value, c'est tout simplement incroyable. Donc pour moi, je pense que oui, il a plus ou moins intérêt du moins financièrement.
pas forcément pour son intégrité, mais ça serait dommage de se priver d'une telle plus-value, surtout actuellement, vu que la collection ça coûte quand même extrêmement cher. Je pense qu'on peut plus se passer, on peut pas se passer de 100 euros, de 200 euros sur une carte ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'effectivement, de manière générale, ouais, il aurait tort, peu importe la boîte de gradation, mais il aurait tort de se passer de cette plus-value-là que apportent les boîtes de gradation, clairement. Romain, peut-être, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je vais redire le commentaire que j'ai mis, c'est-à-dire, je vois pas pourquoi qu'on soit anti ou pour gradation, enfin surtout anti, je vois pas pourquoi est-ce que nous, on devrait faire un effort et ne pas jeter nos miettes aux pigeons. Je... Hmm. Les vendent pas Voilà, cher. nous aussi, on est des Ouais. collectionneurs, nous aussi, on veut chercher des cartes. À un moment donné, on est obligé de passer par ce stade-là. Sinon, moi, je fais énormément d'échanges actuellement. Je fais très peu de ventes, tout simplement parce que les prix, ils sont trop volatiles et c'est impossible de mettre vraiment le prix sur une carte aujourd'hui. Donc, je préfère faire de l'échange. Donc, au final, j'arrive pas à échanger puisque c'est trop dur à trouver. Mais en gros, je préfère ne pas vendre mes cartes en loose, puisque je fais pas de PCA personnellement. Je préfère ne pas vendre mes cartes en loose que j'arriverai pas à vendre à un prix correct par rapport à ce que les gens sont prêts à payer en gradé. Et si aujourd'hui je dois les vendre, évidemment que je vais devoir les envoyer chez PCA parce que pour m'acheter 2-3 Coenco BlockX, ben, va falloir que j'envoie chez PCA pour pouvoir les financer. Et même si j'ai pas envie de le faire, je vais le faire. Et ça, c'est l'atout financier qui prend le dessus sur l'intégrité. Mais je pense pas que ce soit immoral de le faire. Mais parce que toi, Romain, t'es plutôt pour ou contre PCA en fait? Je connais pas ton point de vue là-dessus. Alors, au départ, j'étais pour PCA parce que ça apportait quelque chose à la France et il y en avait besoin. Ouais. De pouvoir mettre un état sur une carte, que ce soit qu'on puisse vraiment parler de quelque chose qui est unifié. Ça, c'était très intéressant. Après, bon, bah, moi, j'ai suivi tout l'époque PCA depuis le tout début jusqu'à aujourd'hui, que ce soit les problèmes, que ce soit les réussites. Moi, ce qui m'a posé problème, c'est que j'ai assez vite lâché un peu le BlockX parce que c'était difficile à trouver il y a 3 ans et c'était cher. Et je suis passé sur le diamant et perle, je me suis dit, ben, on va se lancer là-dessus parce que ça va très certainement augmenter et c'est le moment. Ouais. Et le gros problème que j'ai eu quand je me suis dit, bon, bah, pourquoi est-ce que je graverais pas mes cartes chez PCA? Et ben, c'est que c'était impossible d'avoir une carte avec un 9,5 qui correspond à une carte neuve et qui est l'intitulé 9 sur une carte qui est sortie de booster et qui est actuellement impossible à cause des grading standards. Et c'est ce qui m'a repoussé et je suis parti chez BGS, donc j'ai 2-3 cartes que j'ai envoyées chez BGS avant que ce soit la La merde cata. pour les envois. Mais, c'est ce qui m'a déplu chez PCA. Et puis après, donc, je me suis dit, ben, quitte à faire, on va collectionner en binder. C'est la base de la base. Et j'ai pas besoin d'eux pour pouvoir montrer que ma collection en français, elle est belle, quoi. Et chez BGS, t'as des exemples de cartes chez PCA qui ont eu 9, tu les as envoyées chez BGS. Est-ce que t'as des exemples de notes après? Est-ce que t'as eu un upgrade ou quoi? J'en ai deux aussi, si jamais. Ah, le Krelf, ah oui. Je l'ai déjà vu ce Krelf en plus. Et chez PCA, il avait combien? Par curiosité? Ah, je l'ai pas envoyé chez Tu l'as chez pas envoyé chez PCA PCA? parce que clairement, il y a genre 2-3 points à l'arrière. Et à moins que ce soit FX qui la note, et du coup, il y aurait un 9,5, mais bon, je déconne. Mais en gros, non, serait jamais revenu avec un 9,5, c'est pas possible. Approche-la un peu, Romain, parce que les gens ils voient pas la note, hein, mais c'est. à Ah, mon c'est avis, 9,5? Ouais, c'est 9,5, ouais. Ouais. J'ai déjà vu cette carte. Ouais. Et en Propre, ouais. gros, cette Belle carte, je carte. l'ai achetée à notre grand cheval préféré. Ouais. Il y a de cela 3 ans, et elle était mint, elle était sortie de booster, et quand je l'ai reçue, j'ai pas essayé de l'envoyer chez PCA parce que je savais qu'elle aurait pas le 9,5. Et j'ai eu l'occasion d'envoyer chez BGS, de faire un envoi test. Et elle est revenue 9,5. Et franchement, c'est la carte phare de ma collection, si on peut dire ça. Je sais qu'il en existe un en 9,5 chez PCA. Je sais où elle est. Et il en existe d'autres en 9. Et je sais que c'est impossible à avoir en 9,5. Et Mhm. Bah, pour la avoir. personne qui a le 9,5 a refusé des offres à 1000 balles la carte. Oui, après, c'est malheureux. Enfin,
Encore une fois, j'ai pas envie de repartir de nouveau Non, sur non, le repars débat et pas. ça sert à rien. Mais Non, là on repart pas. aujourd'hui, on est clairement sur un vrai souci d'homogénéité, pas que chez PCA, mais de PCA vis-à-vis de la concurrence. Mais donc pour revenir sur le sujet de Didier, à part Michael, tu veux peut-être rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, et puis peut-être aussi parler Ou- Didier. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'il faut se fourvoyer entre guillemets? Trahir ses principes pour un petit peu d'argent. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, moi, je vais être méchant, je trouve que son poste, il sert à rien, encore une fois. C'est un débat philosophique entre lui et lui. Mais après, s'il faut faire un choix, honnêtement, le monde, il tourne comme ça. Hein. Faut jouer avec les T'en règles. prives pas, on a marge. Si tu peux racheter des trucs, t'as une carte à 10 balles, tu vas la faire grader, tu la vends 50, comme tu dis. Et derrière, tu vas pouvoir te racheter des trucs. Hein. Donc, et puis, bon, il y a des gens qui ont aussi besoin de ça pour faire vivre leur famille, payer leur loyer, etc. S'ils s'en sortent comme ça, tant mieux. Hein. Oui, Donc, tout voilà, à c'est un fait. débat entre lui et lui. Bon, moi, je vais être encore. C'est bien parce qu'on va avoir quatre avis différents. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui, alors, qui juge en tout cas ou qui respecte les gens vis-à-vis de leurs principes et de leur droiture. J'aime pas trop. En tout cas, personnellement, j'ai vraiment du mal avec l'hypocrisie. Et donc moi clairement ma réponse à son poste ce sera, j'ai pas mis de réponse parce que j'ai pas eu le temps, franchement là en ce moment c'est compliqué de mon côté, mais personnellement je juge un homme à ses actions et à ses valeurs encore une fois, et trahir trahir des sentiments qui dépassent l'humain, et encore comme dit Michael c'est un débat philosophique entre lui et lui, mais sa philosophie à lui ça a toujours été X ou Y, c'est quelque chose qui normalement pour quelques histoires d'euros ne devrait pas changer. Donc, franchement, moi j'ai quand même du mal avec les gens qui vont dans la direction du vent ou telle chose. Donc, je trouve qu'il devrait garder ce débat pour lui. Parce que là, en l'occurrence, il l'expose sur la place publique et forcément, il y aura des gens qui seront d'accord, pas d'accord. C'est comme tout. Hein. Mais je trouve que vis-à-vis de son entre guillemets, hein, de son attitude vis-à-vis de PCA depuis toutes ces années. Je trouve ça un peu fort de café pour 50 balles de tout d'un coup se dire ah mais tiens en fait j'ai crash ça fait 5 ans que je crache sur PCA pour tout un tas de raisons qui lui sont propres et il a tout à fait raison c'est son droit etc. Mais après derrière de faire grader comme les autres je sais pas moi j'ai du mal vraiment avec ça. Voilà. Après, c'est très personnel. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup avec les valeurs et les trucs comme ça. Donc, bon. Après, c'est encore un autre débat philosophique, c'est sûr. Bah ouais, de toute façon, maintenant, les sociétés de gradation, effectivement, PSA, enfin, on en parlait encore une fois la dernière fois, mais ça va être chaud pour faire grader ces cartes. Et même PCA, ça arrête pas d'augmenter, etc. Ça va devenir compliqué quand même, là, le milieu de la carte Pokémon. Oui, Euh, tout à fait. Et puis encore une fois, je veux dire, il y a, toutes les entreprises de gradation servent à quelque chose. C'est ce que une fois j'avais fait une vidéo sur les entreprises de gradation. Ce que j'aime bien dire, c'est que chaque carte, comme a fait Romain, chaque carte est prédisposée à avoir telle ou telle note, en tout cas la meilleure, et adaptée à telle ou telle entreprise de gradation. Chacun a ses standards. Il faut connaître parfaitement sa carte et comprendre ce que telle ou telle entreprise grade. PCA, c'est une sinécure. En ce moment, on va dire les mots. C'est une sinécure pour avoir une carte neuve. BGS, si la carte a majoritairement des défauts dans une sous-catégorie, eh ben go BGS. Et si la carte est anglaise, répond à quelques critères qui sont le centrage bon et puis de façon générale une carte plutôt propre, même s'il y a défaut d'origine et défaut de manipulation, go PSA, parce que c'est une anglaise et parce qu'elle va avoir 9. Mais enfin, je veux dire, chaque carte est prédisposée à aller telle ou telle entreprise de gradation. Il faut utiliser un petit peu aussi la connaissance du milieu, Pokémon, etc. Mais il faut arrêter de. En tout cas, si on crache sur une entreprise, alors on n'y va pas. Et moi, c'est surtout sur ce point-là que j'ai envie de rebondir. Moi, j'utilise toutes les entreprises parce que je sais qu'il y a des cartes qui auront 8 chez PCA et qui auront 9 chez BGS. Pourquoi je m'emmerderais à aller chez PCA? Aussi simple que Après, ça. moi, je vais rebondir là-dessus. C'est pour les nouveaux qui arrivent. Les boîtes de gradation ont apporté beaucoup de choses, mais il ne faut pas non plus jurer par les boîtes de gradation. Aujourd'hui, on peut très bien collectionner des cartes sans avoir recours à la gradation. Et c'est quelque chose que moi
j'ai bien aimé l'arrivée de Ultra Pro dans les boîtiers pour stocker les cartes, des boîtiers qui mettent vraiment en valeur les cartes, pas les top loaders. Mais quand ils sont arrivés avec les One Touch, Moi, les One avec Touch. les Snap Recess, pour moins de 2 euros, on a une protection qui aujourd'hui est résistante aux UV et qui met en valeur la carte. Si votre carte elle a des défauts qui feraient en sorte que l'envoyer dans telle boîte de gradation, ce serait pas idéal, gardez-la en loose et vous allez tout autant l'apprécier sans avoir une note dessus. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai, c'est le choix de certaines personnes aussi qu'on connaît ici, hein, qui n'ont tout simplement pas envie de grader quoi que ce soit et qui en fait font ce choix de one touch ou autre. Non, franchement, tout à fait. En tout cas, il faut, comme a dit Michael, hein, c'est un débat philosophique avec soi-même. Chacun est libre de faire ses propres choix, de décider ce qui est le mieux pour lui. Et quand vous êtes nouveau dans la gradation, dans la collection, j'allais dire dans la gradation. Quand vous êtes nouveau dans la collection, vous faites vraiment, faut pas se forcer à aller chez PCA comme les autres parce que si vous avez pas envie de vendre Faut vos pas cartes, faire ça comme sert à tout le rien. monde. Exactement. Partage, faut pas faire comme tout le monde, quoi. Faut faire comme t'as envie, quoi. C'est ça. Donc bon, en plus toi, Romain, avec ton œil de professionnel du domaine, c'est marrant que tu aies parlé justement de Ultra Pro, One Touch, etc. Avec les cases, Bah, tu connais tout ça. En vrai, j'avais lancé un boîtier pour. Alors à l'époque, c'était un proto pour mettre les top loaders, protéger les top loaders, Mhm. parce qu'il y a eu des demandes et je trouve que c'était intéressant. Bon, maintenant ma position elle a changé, je trouve stupide d'encadrer un top loader, parce que le top loader il est vraiment moche. Mais j'avais fait ça il y a peut-être 2 ans, je crois, et j'avais fait une quarantaine d'exemplaires. Et c'est le moment où Ultra Pro est arrivé avec les boîtiers. Et le premier, le One Touch, avec la fermeture aimantée, était pas mal, mais il n'y avait pas la transparence à 100%. Il était quand même assez massif, et du coup, ça dérangeait un peu certaines personnes. Et quand ils sont arrivés avec le Snap Recess, qui était à moins d'1 euro pièce, qui était très bien adapté aux cartes, qui était très épuré, complètement transparent, à partir de ce moment-là, moi, j'ai décidé de plus faire de boîtier pour des cartes à l'unité, puisque de toute façon, c'était pas rentable, c'est pas possible de concurrencer Ultra Pro. Ouais. Mais il y a quand même des petits défauts sur ces boîtiers-là, puisqu'ils acceptent uniquement des sleeves en profit. Ouais, Des sleeves Ah ouais. qu'on Ça, c'est tous pas Ah, top. ça c'est collectionneurs. trop chiant ça. Ouais. c'est terrible, c'est terrible. C'est horrible. Et donc du coup, je crois que je vais me relancer à faire 2-3 petits boîtiers pour qu'on puisse intégrer une carte avec une deck protector, que ce soit transparent ou de couleur. Je pense Mm. que je vais essayer de relancer un peu ça, voir si ça intéresse 2-3 personnes. J'ai eu 2-3 demandes. Mais c'est vrai que les gens peut-être se rendent compte un petit peu qu'il y a d'autres moyens que juste un C'est boîtier ça, les PCA gradations. pour mettre en Ouais. valeur la carte. Ouais. C'est ça. Et petite question alors personnelle, moi j'ai toujours été curieux de savoir justement comment est-ce que tu fais toi, bon pour la matière première, ça je pense avoir la réponse, mais pour derrière après la fabrication, est-ce que tu as de ton côté, je sais pas moi par exemple j'ai un ami qui profite par exemple de son centre universitaire, tu vois, qui a à disposition tout un tas de machines, de laser cut, etc. Comment est-ce que toi tu as investi toi-même, est-ce que tu fais comment? Alors moi j'ai eu la chance de bosser avec de la découpe laser il y a au tout début où j'ai commencé à faire les premières protections. Donc c'est grâce, alors moi je suis ingénieur pour mon métier, donc j'ai eu l'accès au Fab Lab de mon école. Et c'est là Top. que j'ai pu commencer à faire les premiers prototypes. Voilà, ok. Après, évidemment, ça reste du Fab Lab de l'open source et ça reste aussi de la propriété de l'école. Mhm. Donc j'ai fait 2-3 prototypes pour pouvoir tester, pour pouvoir Tester. mettre en route, pour pouvoir voir des choses. Mais au bout d'un moment, de toute façon, si on passe sur une production industrielle, c'est pas possible d'être géré par un petit Fab Lab. Ne serait-ce qu'au niveau de la matière, de toute façon, si je faisais par eux, ils pouvaient pas suivre. Je piquais tout le stock matière d'un coup. Donc du coup, je fais sous-traiter toute la découpe, puisque aujourd'hui, pour pouvoir proposer des protections à un prix correct et être rentable, et il faut avoir une machine qui découpe sur une surface de à peu près 6 mètres carrés. Donc c'est des machines qui valent autour des 100 000 balles à peu près. Donc c'est un investissement qui est complètement énorme pour moi. Donc je fais Bientôt, sous-traiter. bientôt. Ouais, Inch'Allah. Allez. Et, Inch'Allah. et donc du coup, je fais sous-traiter.
Par contre, ben, tout ce qui est design et tout ce qui est. C'est moi qui le fais C'est de toi qui base. modélise. Ensuite, moi, je reçois la matière première que je stocke chez moi. Mes parents, ils sont très très contents d'avoir une palette de plexi tous les mois. Et ensuite, je fais la post-prod. Donc, surtout pour les boîtiers booster et blister. Là, j'ai besoin de faire de l'usinage supplémentaire que je fais Avec moi-même. des vis. Et avec les vis qui rentrent parfaitement, qui ne ressortent pas de la protection. Et ensuite, je m'occupe de toute l'expé et puis évidemment de tout ce qui est. Donc, je suis tout seul, donc tout ce qui est com, tout ce qui est devis, tout ce qui est gestion de commandes et de la clientèle. Donc, en soi, en vrai, juste la découpe, je pense, même pas 15% du travail qui est à côté, quoi. Mhm. Je vois, oui, c'est pas du tout ce qui est le plus chronophage finalement. Non, Mais toi, Romain, au final, tu as envie en fait de ça maintenant, de tes protections, tout simplement. c'est-à-dire d'en Bah, avoir ben, en pour fait, moi de partout. ton fonds de commerce, ouais, non, mais des protections que tu fabriques, que ce soit pour les decks, pour les boosters, pour tout, pour les cases, Ou- c'est ton métier, quoi. En gros, c'est ça que c'est Ouais, là où je veux en venir. si C'est c'est ton ton métier, en gros, métier quoi. ou si tu as un autre métier à côté, quoi. Ou si c'est un hobby, non, mais voilà, ou est-ce que c'est un hobby ou est-ce que c'est ton métier aujourd'hui, quoi. Alors, c'est en partie mon métier. Officiellement, en fait, j'ai été embauché en début d'année en tant qu'ingénieur, donc je suis en Suisse actuellement. Ouais. Et je bosse à 80%, 80% pour les Suisses qui nous regardent. Michael. Je connais bien, je connais bien. Et du coup, donc je travaille à 80% en tant qu'ingénieur et ils ont accepté de me faire ce contrat-là pour que je puisse continuer à travailler Ah, sur les boîtes à côté. bah écoute, c'est top. Hein. Que actuellement, enfin officiellement, c'est du coup 20% de mon temps, mais officieusement, c'est clairement quasi autant de temps que mon 80% en tant qu'ingénieur. Hmm. Donc je dois D'accord. faire des semaines de 70-75 heures Si on comptait, avec quoi. et Si on de comptait. cumuler, quoi. Ouais. Mais comme c'est Ouais, du plaisir. ouais, voilà. Comme c'est du plaisir, on ne compte pas. Romaric, par exemple, c'est pareil, t'as un métier à côté, mais on passe pas mal de temps quand Ouais. même sur Pokémon. Donc c'est presque Ouais. c'est une passion, mais c'est presque un métier. Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas. Mine de rien, c'est très chronophage. J'en avais parlé dans ma vidéo question-réponse, mais je sais plus quoi, 1000 abonnés là. Effectivement, je passe énormément de temps par jour. C'est presque un plein temps Pokémon, donc. Ouais. Ouais, moi, je peux arriver, grâce à mon métier, je peux arriver à jongler entre les deux à certaines périodes, voire quasiment. Voilà, c'est vrai que j'ai cette chance-là. Aussi, ouais. De pouvoir penser, oui, voilà, non, mais de faire, parce qu'il n'y a pas que eBay, etc. Non, mais même parler avec des gens, négocier, etc. Avec Super Vendeur du 75. Enfin, En plus, remarquez qu'aujourd'hui, yeah, grâce au podcast, on vous remercie, vous qui nous regardez, ouais. les viewers et les auditeurs, parce que, ah oui, grande annonce, le podcast est disponible sur Spotify, iCloud et je ne sais pas quel autre, tout un tas de plateformes, donc maintenant vous pouvez juste écouter tranquillement, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à laisser un commentaire, blablabla, Discord, enfin vous connaissez. Mais oui, du coup, discuter avec les gens. Romaric, maintenant, il a plein de personnes qui lui disent ah c'est toi qu'on Oh, entend. plein, ouais. Ah, la célébrité, La ouais. célébrité, la célébrité, El Famoso Tiramisu célébrité. Donc du coup, Je vais prendre la grosse tête, ça y est. Ouais. voilà. Donc non mais vraiment c'est ça. Pokémon mine de rien aujourd'hui, pour des gens comme nous en tout cas qui sont dedans à fond. Parce qu'on est des vrais passionnés. Hein. Si Romain aujourd'hui se retrouve avec nous, c'est pas pour rien. C'est que c'est un vrai passionné qui s'intéresse, comme Michael, comme Romaric. On se met entre personnes qui sont vraiment à fond entre guillemets dans le hobby. Donc oui, c'est presque un métier à côté quoi. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de get rich quick comme tu avais dit Romain. Il n'y a pas de aujourd'hui en 3 mois tu vas doubler ton argent, tu vas devenir millionnaire. Ça marche. Ça ne marche pas. Donc non vraiment faut s'impliquer. Qu'est-ce que tu nous faisais, Michael Sauf si t'es déjà millionnaire. Ah oui, ça c'est déjà. Le mec qui est déjà millionnaire, il te va lui dire je deviens millionnaire. Bah ouais, je suis déjà millionnaire. Voilà. C'est clair. Ouais, Bah écoutez, dis Romain. Aujourd'hui, si j'ai la notoriété que j'ai avec les protections, c'est aussi parce qu'à la base, je suis un collectionneur et que quand les gens ils viennent me voir et me demander des choses, moi, je connais ce que eux ils collectionnent, je connais ce qu'ils veulent, je sais pourquoi est-ce qu'ils viennent chercher les protections. Et c'est ça aussi qui les attire parce que je suis pas juste quelqu'un qui vient profiter du marché pour pouvoir leur vendre quelque chose. Et ils savent aussi, il y a beaucoup de personnes qui savent
qu'il y a de fortes chances qu'en m'achetant des choses, moi je revienne derrière et que je rachète des choses aussi. Ouais. C'est ça. Je vais peut-être dire une connerie, mais moi, quand j'ai commandé, pardon, Pierre, Vas-y. quand j'ai commandé chez Romain, donc 2-3 fois, donc j'avais commandé essentiellement pour des displays. J'avais aussi 2 displays Magic. Tu fais aussi entre guillemets du sur-mesure, quoi. Si les tailles sont un peu plus grandes pour un display ou autre, tu t'adaptes, voilà, quoi. Alors, le C'est sur-mesure super appréciable. Le sur-mesure actuellement, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que je fasse des grosses commandes pour pouvoir rentabiliser un achat. Donc, en gros, j'ai en général 1 mois de délai sur du sur-mesure si les personnes arrivent au mauvais moment. Donc, souvent, les gens ils sont un peu réticents parce que ça prend pas mal, enfin, c'est assez long. Et le délai qui les rend réticents De Et quoi le délai qui les rend réticents Ouais, c'est le délai parce que 1 mois et demi pour avoir une protection, ça commence à devenir long. Donc, Ouais. c'est ça qui rebrousse un tout petit peu les gens aujourd'hui. Mais oui, je peux faire tout et n'importe quoi. Et comme je l'ai dit au départ, j'ai 150 références, dont une centaine dans Pokémon. Donc ça laisse imaginer le nombre d'items différents qui existent dans Pokémon. Et j'ai fait du Dragon Ball Z, j'ai fait du Yu-Gi-Oh, j'ai fait du Magic. J'ai fait même des choses que je ne connais pas et que les noms en japonais, je ne pourrais pas les ressortir. Mais, Est-ce que tu as déjà fait une display ex-Deoxys? Si j'avais. Française, hein. Parce que. Aïe. Et il va me relancer pour me dire pour me demander si ces protections sont arrivées. D'accord, ça roule. Le Vlad. Faut que je lui envoie un petit message vis-à-vis de sa petite display. Je la trouve sympa, moi. Ouais, il m'a demandé. Nicolas, je l'ai connu avant qu'il arrive sur les groupes parce qu'il était assez Oui, discret. il est pareil, tout à fait pareil. Pokécardex, Tenos, voilà. Voilà, et pour la petite histoire, il m'avait pris, donc j'avais, par l'intermédiaire d'un pote suisse qui m'avait renvoyé, et il était intéressé, et il m'avait pris, je crois, 25 protections de deck Wizard. Et il était très très content d'avoir passé une semaine à monter toutes les protections. Bah ça, tu mets du temps à les monter, hein. Ça je confirme. Bah après, c'est bien, tu par connivence, en tout cas, pas connivence, mais connaissance, etc., interposée, peut-être que tu peux trouver aussi, toi, de ton côté, tu fournis des gens qui ont une grosse collection. Comme ça, tu sais aussi où sont les gens qui ont une grosse collection. Donc, Vous voulez une petite anecdote sulfureuse vas-y, on est là pour ça. On aime bien les anecdotes sulfureuses. Ouais. Allez. En gros, j'ai fait un vide-grenier en Suisse, canton de Fribourg. Je sais pas si Michael était allé. Et il y avait un Je suis pas collectionneur allé. qui était venu et connaissait de nulle part, jamais vu sur les groupes, rien du tout. Et puis on a discuté un petit peu. Il avait 2-3 trucs à l'échange. Puis moi, j'avais exposé ce que j'avais à l'échange aussi, en plus des protections. Alors pour l'anecdote, il m'a sorti 3 boosters Néo Révélation, première édition US en PSA 10, donc gradé PSA 10, les boosters. Ah ouais. Genre, Gradé de la bonne façon ou gradé de l'ancienne façon? ancienne. Ancienne. Ancienne, fait chier. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi. Et genre, il y en avait, la pop, c'était genre 7, je crois. Et lui, il en avait genre presque la moitié de la pop, et genre, je le connaissais de nulle part. Donc, ça m'avait bien fait rigoler. Et puis j'ai discuté un petit peu avec lui, puis on était venu, il avait arrêté la collection, il avait un petit peu repris, et puis je lui ai dit, ben, c'était l'époque où Romain Chara a récupéré sa display Neo Genesis française, première édition. Et donc, du coup, je lui ai expliqué que voilà, Romain l'avait récupéré, que les estimations à l'époque c'était autour des 50 000 euros et que c'était incroyable. Et puis il m'a dit ah, mais moi je connais un gars qui en a une. Je dis bah. Enfin, ouais. Ça se trouve, il me dit oh, bah, je connaissais un gars qui l'avait et tout. Je dis bah, ça se trouve, c'est peut-être celle de Romain, mais ça me paraissait étonnant parce que notre cher Murcielago, il avait la sienne depuis un sacré paquet bout de temps. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, parce que tu t'arriverais à me retrouver le contact et tout, et à envoyer enfin, genre, tu m'envoies, et puis j'essaie de le contacter, discuter, voir s'il l'a encore, si c'est véridique ou pas. Et du coup, j'ai discuté avec cette personne. Bon, j'ai jamais réellement pu prouver, il n'y a jamais. Photo. Enfin, j'avais la photo de la boîte du Suisse qui me l'a montré. Par contre, l'interlocuteur n'a jamais voulu me montrer des photos.
mais il m'a bien confirmé qu'il avait quitté Pokémon, qu'il avait revendu toute sa collection, mais qu'il avait gardé une seule chose, et c'est cette display Neo Genesis première édition en français. Ok. Et donc c'est pour ça que moi, actuellement, je suis quasi sûr qu'il y en a 3 de connus, enfin 2 de connus, parce que la troisième elle a été pétée, 2 de connus encore scellés sur le sol français. Après, la personne a décidé, elle voulait rester anonyme, elle voulait pas être contactée parce que de toute façon, elle pensait jamais vendre. Donc je respecte son anonymat, mais c'était genre, moi j'étais là, mais Ça va super vite. Michael d'ailleurs, qui lui est spécialiste de la rencontre d'anciens joueurs Pokémon. Bon, les gars, n'hésitez pas. Hein, quand vous trouvez des trucs comme ça, vous m'envoyez un petit message. Je peux vous, voilà, on fait affaire, il n'y a pas de problème. En vrai, c'est un truc de fou. Mais là, j'ai quelques personnes aussi qui m'ont dit récemment. Alors pareil, c'est difficile de prouver quoi que ce soit, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'elles mentiraient vis-à-vis de mes vidéos YouTube ou quoi, qui me disent voilà. J'ai mon frère qui a arrêté la collection, qui a des choses incroyables, il veut pas les montrer, et voilà, je veux pas te déranger dans son anonymat, mais je te le dis parce que je vais essayer d'aller voir et puis de te montrer, mais ouais, je pense qu'il y a encore des très belles choses. Je pense qu'il y en a encore énormément. Oui. Les anciens pensent tout savoir, mais non, il y en a encore. Personne ne sait tout. Oui. Déjà, il y a quand même la Display Discovery Edition, quand même, qui a pop, hein, que Cheval et Teddy ont récupéré et que je crois Romain a récupéré après. Enfin, déjà, rien que ça, c'est quand même, sachant que même un booster, c'est rarissime. Il y a le Colorior de Nicolas, je crois. Ouais, et après, ça. je crois pas qu'il y en ait d'autres. Rien que un booster, c'est totalement introuvable. Alors, la Display scellée, c'est quand même oufissime. Enfin. Je pense qu'on se rend pas compte quand même. Je pense qu'il y a des choses, soit aux États-Unis ou en France, c'est sûr que des collections de cartes, du scellé, c'est sûr que le truc que nous avait montré Valentin aussi, là, les boosters, il y avait les boosters révélations, etc. Là, Super vendeur 75, qui nous avait montré quand même la photo avec des displays révélations, Discovery, etc. Enfin, les boosters. Après, je crois qu'ils étaient édition 2, mais c'est quand même incroyable. Oui, et puis incroyable ce qui doit rester de caché au fond de tiroirs, dans des granges, dans des greniers, quoi. Ça donne le tournis, quoi. Puis Christophe, une fois que j'avais invité dans le podcast numéro 2, je vais faire une vidéo avec lui bientôt. Alors, je sais pas si vous l'avez raconté à vous qui êtes là, Romain forcément non, mais bon, quoi qu'il en soit, je vais faire une vidéo avec Christophe. C'est pas par hasard qu'il faisait partie de la discussion la dernière fois, même s'il reprenait tout récemment Pokémon. Christophe a une histoire incroyable. Et il va la raconter avec moi dans une vidéo ultérieure. Mais oui, il y a des choses. La fameuse histoire de. Ouais. Mais il y a des choses. D'acheter. Ouais. Mais il y a des choses incroyables. Il se sont passées des choses incroyables et il y a encore des tonnes de boosters qui traînent. Enfin, bref. Mais ça ne demande qu'à être trouvé. Après, c'est ça qui fait aussi dans la collection. C'est ça que j'adore, c'est trouver des lots, trouver des objets scellés, des trucs. Enfin, ça, franchement. Recevoir des tonnes de lettres et de colis dans ta boîte aux lettres, tu sais pas ce qui arrive. C'est ça. Après ça crée une addiction aussi, le fait de. Moi, franchement, à un moment donné, je devenais fou. J'allais tous les jours à ma boîte aux lettres. Tous les jours. Ah bah, ça aussi. Non, à force, ça devient une addiction. T'es tout le temps sur eBay, Vinted, Le Bon Coin, eBay, Vinted, Le Bon Coin, eBay, Vinted, Le Bon Coin. Tu fais que ça. T'en as jamais assez. T'es jamais rassasié. Ça devient. Tu veux toujours choper un lot, un objet, à la fin, tu vois, ça devient addictif. C'est surtout Facebook Messenger, moi. Facebook Messenger, Discord, je passe un temps, mais incroyable. eBay un petit peu, mais de moins en moins, et Le Bon Coin, pas du tout, parce que je déteste cette plateforme. C'est pour moi. Ouais, Le Bon Coin, ouais. C'est certainement là-bas qu'il y a les plus grosses potentielles trouvailles, mais cette plateforme est juste insupportable pour moi. Mais voilà. Non, mais ça pour rebondir sur le fait que c'est ça. On cherche. C'est ça aussi que moi, c'est d'ailleurs ça que je recherche un peu dans Pokémon. C'est un petit peu la chasse au trésor. C'est trouver des lots, c'est trouver des cartes proches du neuf, avoir des bonnes, des mauvaises surprises, échanger, etc. Tu vois. Et surtout des bonnes. Hein. Ouais, surtout des bonnes. J'avoue que c'est plutôt ce qu'on recherche, les bonnes surprises. Mais c'est vrai que ce côté-là, chasse au trésor, ouais. Mais juste génial. C'est plaisant, ouais. C'est plaisant après. Bon. Les petites photos de Michael, comme ça. Les petites photos de Michael. Je vous en enverrai. Je vous ai pas envoyé aussi janvier, février. Il y en a des pas mal. Aïe. Bon, écoutez les amis, en tout cas, je pense qu'on a quand même fait pas mal
pas mal le tour des différents sujets qu'on voulait aborder. On a même digressé un peu sur la fin. Mais bon, je pense que c'est aussi pour ça que vous nous regardez, donc c'est plutôt cool. Un mot de la fin, tout le monde. Qu'est-ce que vous voudriez rajouter, Michael? Qu'on est fatigué après une bonne journée de boulot, on enchaîne un petit podcast. Moi j'ai une raclette à l'intérieur, donc à mon avis ça va être dodo rapide. Très bien. Le mot de la fin. Très bien. Romain, toi, j'espère que ça t'a plu. À bientôt aussi. Ouais, non, c'était stylé. En vrai, je prends très peu la parole parce que j'ai pas vraiment le temps. Et pareil, tout ce qui est collection, tout ça, j'en parle très peu parce qu'il y a des boîtes et ça me prend par-dessus moi. Donc voilà, mais je suis très très content de pouvoir débattre et discuter avec les gens. Et en vrai, Pokémon m'a permis de rencontrer des personnes incroyables. Monsieur Reco Masters, il passe par là, bonjour, parce que c'est un pote incroyable et j'ai pu le rencontrer et c'est une personne formidable. Mathias. Donc voilà, moi je retiens surtout dans la collection, c'est des rencontres, des choses que j'ai pu faire, que j'aurais jamais pensé pouvoir faire, toucher des personnes que j'aurais jamais pu penser toucher. Et toucher, c'est un mauvais jeu de mots. Hein. Mais voilà, merci en tout cas à tous les collectionneurs, les fidèles qui restent là et qui font vivre encore toute cette passion Pokémon. Bah, très bien. Bah, vraiment, merci à toi d'être passé un petit peu nous rejoindre sur ce podcast. Et puis, comme j'ai dit, la porte est ouverte quand tu veux. Donc, de toute façon, moi, Quand vous voulez, il va y avoir un expert du diamant et perle qui va arriver. Ça va être Et Romaric, super, on a l'expert du Wizard, l'expert du Block-X et l'expert du Diamant et Perle. Et l'expert du n'importe quoi. Et toi Michael, t'es expert de quoi, toi? Ouais, du n'importe quoi, toi. N'importe quoi. De tout et de rien. T'es expert de tout et de rien. Non, mais voilà, non, mais rien. À bientôt pour de nouvelles aventures, et voilà, quoi. J'ai pas grand chose à dire, c'est tard, je vais aller dormir, moi aussi. ouais, c'est voilà, clair. quoi. Voilà. Bah écoutez les amis, comme j'ai dit, retrouvez-nous sur YouTube et désormais sur Spotify, sur tout un tas de différentes plateformes. Enfin, vous aurez tous les liens dans la description. Si vous avez envie de nous rejoindre sur Discord, écoutez, Discord, lien dans la description. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On aime bien regarder, on aime bien lire, échanger avec vous. C'est ça qui fait la passion, comme on a dit, échanger, rencontrer du monde. Donc n'hésitez pas. Si vous avez une énorme collection à faire estimer, vous glissez dans les MP. Si vous avez un ancien pote, un frère, un oncle qui a des displays cachés quelque part, pareil, ça fait toujours plaisir. Et puis en attendant, merci encore à tous. Vraiment, c'était vraiment une super discussion. Merci à tout le monde. Je sens qu'on est tous bien fatigués, mais en tout cas, ça a fait plaisir. Et puis à bientôt les amis. Ciao. Ciao. Salut.